Il y a effectivement, en ce qui concerne la santé et l'économie, un mariage qui a été fait depuis les années 80. C'est évidemment déjà à cette époque-là la question du trou récurrent de la sécurité sociale, qu'on compare au trou de Beaubourg à Paris comme une sorte d'énorme vide que l'on n'arrivera jamais à combler. Et à cette époque-là, il y a un économiste, je n'ai pas réussi à retrouver son nom, qui va avoir un raisonnement et qui va être entendu, qui va consister à dire en fait sous la signature de chaque médecin, il y a X centaines de milliers d'euros. Donc si j'enlève un médecin, j'enlève cette somme, si j'en enlève 100, j'enlève cette somme multipliée par 100. Et évidemment, ou pas évidemment, mais en tout état de cause, il va être écouté et ça va être le lancement et le début du numerus clausus. On va enlever des médecins. On va finalement faire que l'entonnoir pour rentrer, pour devenir médecin va être de plus en plus compliqué. On va créer un nombre numérus de médecins qu'on va laisser effectivement rentrer en faculté à partir de ce moment-là. Et puis, depuis, effectivement, cette question de la maîtrise des dépenses de santé, je déteste ce terme qui me paraît politiquement correct, mais qui, quand je le regarde dans la réalité, je ne peux pas ne pas me poser de questions. Alors je veux bien qu'on me dise, comme ça a été le cas cette année, nous avons sauvé la sécurité sociale. Et quand je regarde ce nous avons sauvé la sécurité sociale dans le discours, qu'est-ce que c'est? C'est nous avons sauvé la sécurité sociale parce que nous avons fait des économies. Pour la première fois, effectivement, le budget de la sécurité sociale est descendu là où il n'avait plus été depuis des décennies. Bravo, tant mieux. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions sur la qualité du soin. Est-ce que effectivement cette maîtrise des dépenses de santé n'impacte pas sur la qualité? Et là, malheureusement, il y a les chiffres, il y a les faits. Un tiers des Français qui se privent de soins faute de revenus. Des personnes âgées, des personnes handicapées qui n'ont pas accès à des dispositifs techniques parce qu'on n'a pas les moyens de leur payer. Des restes à charge qui deviennent, pour les plus vulnérables d'entre nous, de plus en plus importants. Des études de chirurgie, une formation de chirurgien dont on enlève une année, etc., etc. Et on voit qu'effectivement, il y a une multiplication comme ça d'économies qui sont faites à gauche, à droite, sur les professionnels, sur les hôpitaux, sur les soins. Et forcément, on se dit, il y a un moment où il y a un impact sur la qualité du soin. Et j'aimerais plus entendre parler de qualité de soins que de maîtrise des dépenses de santé. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que je suis contre les économies en santé. Il y a plein d'endroits où on peut faire des économies et vraiment des économies intelligentes et qui ne vont pas affecter forcément justement la qualité du soin. Mais surtout, il y a derrière un raisonnement, une façon de travailler qui me surprend en 2016. Comment ces décisions de faire des économies ici ou là sont-elles prises? Elles sont prises par des directeurs d'établissement, elles sont prises par un gouvernement, elles sont prises par une tutelle, elles sont prises par des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas dans le soin, ou en tout cas qui sont loin de la décision. Ce n'est pas eux qui ont le dernier recours. Et je trouve qu'en 2016, il y a un truc qui ne va pas. Finalement, on ne laisse pas à l'usager le choix du soin qu'il va avoir. Alors vous allez me dire, heureusement, c'est des professionnels qui décident. Oui, mais quand on est face au problème que nous avons, c'est-à-dire d'une santé dont on va dire qu'elle coûte 100x, 100x, mais que nous avons dans notre poche seulement 10x. Donc nous voyons bien que nous avons des choix à faire. Ces choix, comment sont-ils faits aujourd'hui? Ils sont faits justement, comme je le disais, territorialement, par telle administration, par telle tutelle, au niveau national, par tel gouvernement. Mais encore une fois, cette décision, elle n'est pas collective. Et quand je vois comment ça se passe concrètement, je vais prendre un exemple. On a des traitements maintenant sur, entre autres, par exemple, les maladies, le cancer, qui sont à des coûts prohibitifs et qui, pour certains, ne font pas non plus bondir de joie. Les effets sont vraiment à la marge. Un potentiel de quelques mois de survie, dans quelles conditions, mais finalement pas d'impact réel thérapeutique, pas de gain thérapeutique, pas de bénéfice pour le patient vraiment très tangible, mais des médicaments très chers. Et aujourd'hui, on va voir ces médicaments remboursés. Pourquoi? Parce que on ne peut pas priver les gens d'un soin, d'un progrès médical, fût-il encore en devenir. Moi, je veux bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce que quand on prend la décision de rembourser ce traitement-là, et je pense à un traitement par exemple anticancéreux qui est remboursé sur certains cancers de la vessie, qui coûte vraiment très cher, et
pour lequel il y a un bénéfice pour le patient de quelques mois et qui est peut-être un bénéfice potentiel, je ne peux pas m'empêcher de me dire, on met là beaucoup d'argent, est-ce que c'est bien l'endroit où il faut le mettre? Et me posant cette question, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais finalement, c'est à qui de prendre la décision? Est-ce que c'est à un ministre, fût-il bienveillant, fût-il le meilleur, de dire oui, ça je vais rembourser, ça je ne vais pas rembourser? Je crois qu'on est à une autre époque, à une époque où effectivement ces décisions-là, elles doivent être collectives, elles doivent être participatives et où il faut que effectivement ces choix, ces priorités que nous nous donnons en fonction du budget que nous avons, eh bien elles soient collectives.